du 5 avril 2022, donc deuxième partie, toujours consacrée au principe de la connaissance de la nature chez Descartes. Alors, dans la première partie de cette séance, j'avais indiqué, j'ai essayé avec toutes les précisions qui me paraissent nécessaires, d'indiquer ce qu'est, aux yeux de Descartes, l'essence de la substance matérielle, à savoir une réalité purement géométrique, ce qui fera dire à Descartes, toute ma physique n'est que géométrie. Cela va déboucher sur une conception de la nature qui reçoit le nom de mécanisme. Alors, c'est ici le moment de préciser ce qu'il faut entendre par ce terme de mécanisme. Cette nature géométrisée est un immense mécanisme au sens où nous parlons de mécanismes lorsqu'il s'agit de machines, et en particulier de ces machines dans lesquelles nous pouvons suivre tous les mouvements géométriques qui s'accomplissent. Par exemple, je crois que cet exemple est emblématique de ce qu'on appelle un mécanisme le plus adapté pour réfléchir sur la signification de ce que nous donnons à ce mot de mécanisme, par exemple une horloge. Descartes entend cette idée de mécanisme appliquée à l'universalité, à la totalité, sans reste, sans exception, des réalités matérielles dans le monde des corps. Descartes entend au sens strict que toute relation de cause à effet au sein de ce monde doit être comprise comme des relations de pression ou de choc entre des corps faits de ces parties de matière dont nous avons parlé dans la partie précédente de cette séance, de ces parties de matière divisibles à l'infini, ces parties de matière extérieures les unes aux autres qui sont susceptibles d'entrer dans toutes les relations concevables de proximité, d'éloignement, de contiguïté, donc également du fait de leur mouvement, susceptibles de se pousser les unes les autres, éventuellement de se tirer si elles sont munies de propriétés géométriques apparentées par exemple à des crochets, mais certainement pas de s'attirer en vertu de je ne sais quel pouvoir d'attraction qu'aurait telle fraction de matière sur telle autre. Il n'y a absolument rien à supposer de tel dans une substance matérielle qui est tout entière constituée de géométrie. La géométrie ne connaît pas de force d'attraction ni de répulsion. La géométrie ne connaît que des formes en contact les unes avec les autres, et ces formes en contact les unes avec les autres entretiennent réciproquement des rapports d'interaction causale sous les formes exclusives de la poussée, et bien sûr, lorsqu'on a affaire à un crochet, tirer, c'est encore pousser, car le crochet pousse la partie sur laquelle il s'accroche. Pousser et choc, voilà tout ce qui peut se produire dans le monde physique cartésien. Un peu à la manière, si vous voulez, dont vous pouvez vous représenter les relations d'interaction entre des corps quand ces corps sont des boules de billard. Une boule de billard peut en pousser une autre. Si vous poussez une boule de billard avec le doigt, la boule de billard peut, si une autre boule est collée, juxtaposée à la précédente, peut être poussée, donc mise en mouvement, et les boules de billard, c'est même en cela que consiste le jeu, s'entrechoquent et se mettent les unes les autres en mouvement par cette causalité qu'est le choc. Ce qui veut dire que la compréhension intégrale du monde matériel est possible dans les termes parfaitement simples, parfaitement clairs et distincts qui viennent d'être posés. Voilà ce que c'est qu'un monde mécanique. C'est le monde de nos machines, et il faut bien comprendre que pour Descartes,
cette intelligibilité mécanique de l'univers matériel est, comme je l'ai dit, intégrale, totale et sans reste. Ce qui veut dire que tous ces aspects de nos machines actuelles, dont il est difficile d'imaginer qu'elles puissent correspondre à ce schéma mécanique des engrenages d'une horloge, par exemple. Par exemple, toutes ces machines dans lesquelles ça explose, comme le moteur thermique. Toutes ces machines dans lesquelles se produisent des phénomènes qu'on appelle aujourd'hui électromagnétiques. Ces machines dans lesquelles du courant circule et des objets peuvent s'attirer à distance. Eh bien, tout cela, pour Descartes, car Descartes n'ignore pas que de telles choses existent, il n'ignore pas le feu, il n'ignore pas les explosions, on connaît les explosifs à l'époque de Descartes et depuis longtemps. Eh bien, tout cela, dit Descartes, doit pouvoir, en dernière instance, être ramené à des phénomènes mécaniques intelligibles à partir des principes simples, clairs et distincts que j'ai énoncés. Cela est vrai de l'univers inerte, cela est vrai de l'univers des êtres vivants, par exemple. Tous les êtres vivants peuvent être compris à partir de ces principes mécaniques simples. Voilà l'ambition cartésienne, ambition dont, d'une certaine manière, quiconque connaît aujourd'hui la science physique peut immédiatement savoir qu'elle n'a pas été satisfaite et qu'elle a même été, dans les termes où l'énonce Descartes, largement déçue. Mais ambition également, dont nous pouvons dire, toujours en nous appuyant sur ce qu'a été le développement de la science depuis Descartes, ambition dont nous pouvons dire qu'elle a aussi été, en un certain sens, accomplie, réalisée et satisfaite après Descartes. Nous allons voir comment. Parce que dans cette idée de mécanisme, il n'y a pas seulement, dans le sens que nous donnons dans la langue philosophique à ce mot de mécanisme, à l'idée de conception mécanique ou mécaniste de la matière, il n'y a pas seulement cette idée d'une matière géométrisée, d'une matière d'essence géométrique, au sein de laquelle tout s'accomplirait en matière d'interaction par des pressions ou par des chocs. Il y a autre chose qui découle des considérations immédiatement précédentes. Dans un univers mécanique, au sens où je viens de le définir, au sens de nos machines intelligibles uniquement à partir de la géométrie, c'est-à-dire que dans une horloge, tel engrenage pousse tel engrenage, tel poids va tirer sur tel fil qui va entraîner telle roue qui elle-même reliée par un engrenage à une autre roue va la mettre en mouvement, etc. Eh bien, dans un tel monde, on comprend clairement et distinctement qu'il n'existe aucune possibilité d'interaction causale. Il n'existe aucune possibilité pour un phénomène d'en déterminer causalement un autre, de le provoquer, de le faire advenir. Il n'existe aucune autre possibilité que, justement, pression et choc. Aucune autre possibilité que de se représenter la cause comme un facteur, au sens étymologique, ce qui fait, un facteur qui entraîne son effet en tant que ce facteur précède l'effet qu'il va déterminer. Il y a la cause, d'abord, cette cause agit, et pour autant qu'elle agit, elle provoque un effet. Ce qui conduit à ce constat universel que la cause est antérieure à l'effet qu'elle produit mécaniquement. Alors, bien sûr, cette antériorité ne se manifeste pas toujours par une succession temporelle. C'est-à-dire que ce qui est causé sur ce mode, qu'on va appeler de la causalité antécédente ou de la causalité efficiente, on dit aussi, de la causalité mécanique, ce qui est causé, l'effet qui est causé par une cause de ce type, ne se produit pas toujours dans un temps séparé de l'action de la cause. Nous allons prendre un exemple simple dans lequel la cause précède son effet selon l'ordre effectif chronologique. Par exemple, si je tape sur quelque chose
au point, à force de taper dessus, de le casser, je vois bien que la succession des chocs répétés va déterminer le bris de l'objet sur lequel j'ai frappé comme effet succédant dans le temps à la cause elle-même se prolongeant dans le temps. Si je pousse un objet, progressivement, il peut tout d'un coup se mettre à tomber. Si par exemple je dresse verticalement, par exemple ce carnet, je vais le pousser et à un moment, il va tomber. Sa chute suit la cause qui a été la pression exercée pendant un certain temps, elle la suit dans le temps. Ici, la cause et l'effet sont nettement distincts dans le temps, comme le sont par exemple l'exposition au soleil et le coup de soleil. Vous passez l'après-midi sur la plage à bronzer, le soir, et seulement le soir, vous avez mal, c'est le coup de soleil, comme par exemple une trop grande quantité de nourriture va être suivie par une indigestion. Il arrive aussi que dans le rapport de cause à effet, la cause et l'effet soient simultanés, la cause provoque son effet en même temps qu'elle s'exerce. Par exemple, c'est un exemple que prend Kant dans la critique de la raison pure. Si je pose sur un coussin moelleux une boule pesante, par exemple, si je pose sur un coussin une boule de pétanque, je vois le coussin s'affaisser, s'enfoncer, en même temps que la cause agit, à savoir le poids de la boule. Mais je comprends bien que même dans ce cas où la cause et l'effet ne sont pas chronologiquement distinguables, je comprends bien quand même qu'il y a une certaine antériorité de l'action de la cause, dans la mesure où je comprends très bien ce que je veux dire quand je dis que c'est la boule qui enfonce le coussin, qui fait l'action d'enfoncer le coussin, ce qui fait de la précédence de la cause, de l'antécédence de la cause, de l'antériorité de la cause, une antériorité, une précédence, une antécédence logique, même si elle n'est pas, si vous voulez, chronologique, mais c'est une antécédence physique. Eh bien, on appelle mécaniste une représentation de l'univers physique dans lequel ne sont à l'œuvre que des causes de ce type, ne sont à l'œuvre que des interactions de ce type, dans lesquelles une cause antérieure détermine un effet qui lui succède, même si cette succession n'est pas chronologiquement manifeste au sens, une cause antérieure, antécédente, provoque, fait l'effet, d'où le nom de cause efficiente. Vous allez me dire, mais peut-on se représenter le monde autrement que sur le mode de la causalité mécanique ou mécaniste? Je réponds oui, car il y a bien des cas dans lesquels nous nous représentons la cause non pas comme antérieure à l'effet, mais comme postérieure à l'effet et le déterminant, si j'ose dire, depuis le futur. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un à un endroit où vous n'avez pas l'habitude de le croiser. Vous allez lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Bon, qu'est-ce que tu fais ici? Où vas-tu? Il va vous répondre « Je suis ici pour me rendre, par exemple, je ne sais pas, à la préfecture, alors qu'il habite très loin de la préfecture. Ici, quelle est la cause de sa présence en ce lieu et de son déplacement en direction de ce lieu? La cause, c'est évidemment c'est la visite à la préfecture. De même que si le croisons à côté de chez lui, à proximité de chez lui, sans qu'il y ait rien d'étrange à ce qu'il soit là, vous lui demandez, tiens, pourquoi tu es là? Je me promène. Je suis là pour me promener. Je marche pour me promener. La promenade est le but de la marche. Ah, tu te promènes, tiens, pourquoi tu te promènes d'habitude? Je te vois jamais te promener, tu es plutôt à lire dans ton jardin ou à rester devant ton ordinateur. Alors, elle va vous répondre, oui, mais mon médecin m'a dit que si, à mon âge, si je voulais rester en bonne santé, il fallait quand même que je marche un peu chaque jour. Et donc, je me promène pour rester en bonne santé. Et là, on parle d'un certain type de cause qui n'est plus la cause efficiente, puisque ce n'est pas une cause qui précède son effet, mais une cause qui le suit en le déterminant comme depuis le futur. On parle de cause finale. La causalité est dite finale dans ce cas
puisque c'est la fin, le but, qui est la raison d'être du phénomène que l'on constate, que un tel se trouve ici, loin de chez lui, que tel autre se promène, par exemple. Alors, bien sûr, il est possible de dire, ah oui, mais d'accord, mais ce type de causalité, d'abord, on peut discuter l'idée de causalité finale, parce qu'après tout, la cause de sa présence à proximité de la préfecture, c'est la décision de se rendre à la préfecture qui a précédé. Ou bien on va dire, la cause de la promenade n'est pas la santé qu'on espère acquérir, mais le désir de rester en bonne santé, désir qui, lui, précède la promenade. Il était là avant, et c'est lui qui a déterminé la promenade. C'est vrai. On pourrait dire aussi, et faire à l'idée de causalité finale, cette objection qui consisterait à dire, oui, mais là, la causalité finale, ça va quand il y a un esprit, quand il y a une conscience, quand il y a quelque chose qui est capable de se représenter un but, de former l'idée d'un but. Et donc, on pourrait dire, mais la causalité finale, ça ne vaut pas grand-chose, peut-être même rien du tout, pour penser le monde des choses naturelles et des corps matériels, ce qui nous intéresse pour le moment. Eh bien, il faut peut-être dire cela prudemment, car, après tout, nous n'avons pas du tout l'idée qu'un poisson ou un papillon puisse représenter le but de son déplacement lors, par exemple, d'une migration. Lorsque les papillons de certaines espèces effectuent des centaines ou des milliers de kilomètres pour se rendre sur le lieu de la reproduction, lorsque, par exemple, des tortues traversent des mers entières, des anguilles, d'autres poissons, pour, par leur migration, les saumons qui remontent les fleuves, par exemple, pour aller pondre en amont du fleuve, il est difficile d'imaginer, de concevoir qu'ils aient une représentation nette du but qu'ils se donnent. Ils font tous ça. Ils le font tous de la même façon. S'ils avaient une représentation, certains, par exemple, peut-être décideraient de se tenir bien tranquille dans la mer en se disant que d'abord, c'est extrêmement fatigant de remonter un fleuve jusque dans sa partie amont et qu'en plus, les attend sur ce chemin toute une série d'embûches, voire de risques de mort, et qu'ils préfèrent se tenir à l'écart de tous ces inconvénients. Ça veut dire qu'il semblerait y avoir dans le vivant une espèce, et pas seulement dans le comportement, dans la morphologie du vivant, dans l'anatomie du vivant, dans la physiologie du vivant, il semblerait y avoir une espèce de finalité, de causalité finale immanente, c'est-à-dire qui se tient dans l'être lui-même. Parce qu'après tout, lorsque les cellules se divisent, par exemple, dans ce processus qu'on appelle la méiose, eh bien, n'est-ce pas afin de reproduction? N'est-ce pas pour que l'organisme puisse entrer dans ce processus de la reproduction? Si l'on demande pourquoi, par exemple, le spermatozoïde se dirige avec beaucoup de vitesse et apparemment en déployant énormément d'énergie à l'aide de son flagelle en direction de l'ovule, c'est pour que la reproduction s'accomplisse. Lorsque, par exemple, un corps vivant produit des hormones, des substances quelconques, eh bien, n'est-ce pas pour assurer les conditions de cette vie, de cette survie d'abord, et de cette vie aussi confortable et harmonieuse que possible de ce corps vivant? La causalité finale est partout dans l'univers vivant. Comment peut-on expliquer la présence de cette causalité finale? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un fait que la finalité se constate dans la structure même et dans les comportements même du vivant. Eh bien, Descartes prétend pouvoir rendre compte de tous ces phénomènes organiques mettant en jeu ce qui ressemble bien à une causalité finale sur un mode totalement, parfaitement et uniquement, exclusivement mécanique, c'est-à-dire toujours selon le schéma d'une causalité efficiente qui ne met en jeu, qui ne met en branle, si vous voulez, que des contacts et des chocs. Et je me fais fort d'y arriver, dit Descartes, y compris pour des phénomènes qui paraissent aussi éloignés que possible de toute possibilité d'en former une compréhension mécanique. Car il parle de la reproduction et il se targue, Descartes, d'être en mesure d'arriver à une
conception purement mécaniste de la reproduction. Par exemple, dans ce phénomène extraordinairement intrigant que constitue, dans la reproduction, la croissance de l'embryon. La croissance de l'embryon semble bien orientée vers la constitution d'un organisme possédant telle structure et donc telle possibilité physiologique. Et bien de tout cela, Descartes prétend qu'il doit être possible de rendre compte mécaniquement et il s'attelle à ce projet. Il s'attelle à ce projet qui est une ambition absolument démesurée. Hein. Quand vous songez par exemple à ce phénomène lié à la reproduction qu'est l'hérédité, on sait très bien par exemple pour un homme, on le sait moins bien pour une femme parce que c'est plus caché au départ, mais on sait très bien pour un homme ce qui passe du père aux enfants. On sait très bien en quoi consiste le legs d'un père aux enfants passant par la mère. Ce que le père place dans la mère, c'est quelques centimètres cubes d'une substance informe, gluante, le sperme, dans laquelle il est absolument, c'est un défi inimaginable de concevoir qu'il y ait des causes mécaniques au sens cartésien, purement géométrique, à la ressemblance du corps, du visage, et même des mimiques et des expressions, et même du tempérament des enfants de ce père. Eh bien, ce défi, Descartes a l'ambition de le relever. Je dirais ceci, que si ce défi n'a pas été relevé par les moyens, exactement par les moyens que Descartes croyait pouvoir se contenter de mettre en œuvre pour y parvenir, il a été relevé dans une logique cartésienne, c'est-à-dire dans une logique de causalité efficiente. Car ce à quoi la biologie contemporaine soit est déjà arrivée pour certains phénomènes organiques, soit est en chemin assez sûr pour y arriver dans un délai plus ou moins long, eh bien, confirme qu'effectivement, il est possible de rendre compte des phénomènes organiques en des termes qui sont exclusivement mécanistes, non pas au premier sens de Descartes, non pas au sens où l'on pourrait expliquer tout cela par les pressions et par les chocs, et par ce seul mode d'interaction entre des parties de matière divisibles à l'infini. Sans doute, ce n'est pas comme ça que la science s'est mise en chemin, la science biologique s'est mise en chemin pour expliquer mécaniquement les phénomènes organiques dans l'état actuel de la biologie. Mais c'est bien l'inspiration mécaniste au second sens du terme, c'est-à-dire au sens de la seule causalité efficiente, sans avoir à mobiliser une causalité finale, comme le faisait par exemple Aristote, qui considérait par exemple que la fin, cette fin qu'est le chêne, est inscrite à l'intérieur même de cet objet qu'est le gland. La fin, le devenir chêne du gland est inscrit dans le gland à titre d'aspiration, si vous voulez. Et plus généralement, Aristote était convaincu que la nature ne fait rien en vain. La formule est chez lui. Chez Aristote, et Aristote écrit en toutes lettres, expressément, la nature ne fait rien en vain. Et rien, dans quelque ordre que ce soit, aussi bien l'ordre matériel des choses inorganiques que l'ordre des corps organiques. Eh bien, le cartésianisme est le renversement complet de cette affirmation. Il n'y a pas de finalité dans la nature, ou du moins, s'il y en a eu, nous ne pouvons pas la connaître et nous n'avons pas besoin d'en faire usage pour comprendre la nature. Alors Descartes veut bien admettre que si la nature a été créée par Dieu, Dieu a bien pu la concevoir selon un plan d'ensemble, et même un plan d'ensemble qui aurait pour conséquence qu'il y aurait, si vous voulez, une intention dans les moindres parties du monde créé. Ça, c'est tout à fait possible, dit Descartes. Mais Descartes ajoute, nous ne pourrons pas le savoir, et nous n'avons pas besoin de mettre en œuvre ce genre d'hypothèse pour comprendre la nature physique. Et ça, c'est le troisième principe du mécanisme, c'est le rejet de la causalité finale.
La conséquence directe du mécanisme, c'est le rejet de la causalité finale. Descartes va écrire dans les principes de la philosophie au paragraphe 28 de la première partie. Nous rejetterons entièrement de notre philosophie, entendez de notre physique, de notre connaissance de la nature, nous rejetterons entièrement de notre philosophie la recherche des causes finales. Nous rejetterons entièrement de notre philosophie la recherche des causes finales, et cela a pour conséquence que s'il y a des fins dans la nature, si Dieu, par exemple, a conçu la nature et créé la nature en fonction d'un projet, eh bien, ce projet, nous ne pouvons pas le connaître. Descartes écrit ceci: nous ne devons pas tant présumer de nous-mêmes que de croire que Dieu nous ait voulu faire part de ses conseils. Conseil veut dire ici décision. Nous ne devons pas tant présumer de nous-mêmes que de croire que Dieu nous ait voulu faire part de ses conseils. Il y a peut-être une finalité dans la nature, mais nous ne pouvons pas la connaître. Et surtout, la causalité finale est un mode de compréhension qui est proscrit pour la nature. Ce que Diderot traduira dans les pensées sur l'interprétation de la nature au chapitre 56, un chapitre intitulé « Des causes finales ». Diderot tirera la conséquence de cette affirmation cartésienne dans une distinction qui est devenue classique. Il écrit ceci: le physicien, et il s'agit ici de celui qui s'intéresse à la nature en général, pas seulement à la nature inorganique au sens du mot physique aujourd'hui, mais toute la nature, y compris le monde organique, le physicien, dont la profession est d'instruire et non d'édifier. Non d'édifier, ça veut dire que l'intention du scientifique n'est pas de produire des discours édifiants, c'est-à-dire de nous convertir, si vous voulez. Eh bien, le physicien dont la profession est d'instruire et non d'édifier abandonnera donc le pourquoi et ne s'occupera que du comment. Alors ça, cette distinction est devenue classique. À la science, le comment, et à ceux qui sont tentés par ce genre d'investigation et de recherche, la question pourquoi. Par exemple, les philosophes ou les théologiens. Alors, cette distinction, elle est devenue parfaitement classique, donc il n'est pas question de la récuser. Remarquons simplement que quand un enfant vous pose la question pourquoi, et vous savez que les enfants sont les spécialistes, les grands spécialistes du pourquoi, lorsqu'un enfant vous pose la question pourquoi, il ne vous interroge pas nécessairement sur une causalité qu'il se représente lui-même comme finale. S'il vous demande par exemple pourquoi le citron ça pique, il ne vous demande pas nécessairement de lui expliquer à quelle fin il est utile que le citron pique. Si vous lui demandez pourquoi est-ce que le feu, s'il vous demande pourquoi le feu brûle, vous pouvez toujours lui répondre: il brûle pour que tu ne t'en approches pas. Bon, vous n'orientez peut-être pas sa pensée, sa façon de penser, son mode de pensée dans une direction très saine au point de vue de la physique. Maintenant, d'une certaine façon, il est légitime d'admettre que notre dispositif sensoriel est organisé de telle façon, ça oui, organisé de telle façon que lorsque nous nous approchons trop près d'une flamme au risque de mettre en péril notre constitution organique elle-même, notre santé, eh bien, ce dispositif corporel qui est le nôtre soit réalisé de telle façon qu'en effet, nous nous brûlons si nous mettons la main dans le feu, si nous approchons trop près du feu. Eh bien, notre biologie contemporaine, qu'il s'agisse d'anatomie ou de physiologie, de comportement, cette biologie contemporaine, qu'il s'agisse d'évolution des espèces, cette biologie contemporaine, elle s'est donné les moyens, à travers un certain nombre de concepts, elle s'est donné les moyens de comprendre cette causalité qui nous apparaît comme finale
et qui doit être décrite comme finale. En effet, il est parfaitement légitime de décrire le vautour comme un oiseau qui est fait pour planer, de décrire le perdreau comme un oiseau qui est fait pour le vol battu, de décrire l'organisation des serpents comme faite pour tuer des proies par l'injection d'un venin puissant. Et il est évident que si un serpent a des crochets, c'est pour injecter son venin. Et que s'il a du venin, c'est pour tuer des proies. Et là, le vocabulaire de la finalité est parfaitement légitime, tant qu'il ne s'agit que de décrire. Et il est au contraire parfaitement illégitime, comme certains professeurs de sciences de la vie et de la terre d'ailleurs s'obstinent à le faire. Il est parfaitement illégitime de rejeter ce parler finaliste, ce discours finaliste, tant qu'il ne s'agit que de décrire. Et attention, la finalité est une manière tout à fait pertinente, tout à fait légitime et impossible à évacuer. Quand il s'agit de décrire les êtres vivants, cela ne signifie pas que la finalité demeure pertinente pour comprendre les êtres vivants. Et l'on peut même dire qu'il existe une théorie qui est la théorie darwinienne de l'évolution, dont toute, je dirais, l'efficacité repose, et même dont toute la signification repose, sur la possibilité de comprendre comment peuvent exister des dispositifs finalistes comme les êtres vivants. On dit aussi téléologiques, T et accent aigu, L et accent aigu, téléologiques, sans H nulle part, des dispositifs téléologiques comme le sont les êtres vivants. On peut comprendre l'existence de ce genre de dispositifs grâce à la théorie darwinienne de l'évolution par variation aléatoire à sélection naturelle, en ne faisant agir que de la causalité finale. C'est ça la grande nouveauté de la théorie darwinienne de l'évolution. J'avais passé beaucoup de temps à l'expliquer lorsque, en 2009 et 2010, 2 années de suite, nous avions réfléchi sur Darwin à l'heure temps où ces séances de philosophie pouvaient avoir lieu le soir au lycée Théophile Gautier. Donc, ça, c'est le grand principe sur lequel va déboucher le mécanisme cartésien, l'évacuation, l'expulsion, l'exclusion complète de la causalité finale comme principe de compréhension rationnelle des objets et des phénomènes naturels, y compris dans leurs manifestations apparemment les plus éloquemment, les plus manifestement, les plus évidemment finalistes et téléologiques. Alors, dans ce projet immense, Descartes va s'engager et tenter de produire une physique entièrement mécaniste, au sens premier que j'ai défini du terme, mais qui implique le second, évidemment, d'une causalité reposant uniquement sur une compréhension de nature géométrique. C'est ça que fait Descartes. Et c'est évidemment à partir de ce fondement de la science cartésienne que va devenir compréhensible, et nous allons nous en approcher rapidement à partir de maintenant, que va devenir compréhensible la signification du nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, et aussi la signification de la condamnation de cette ambition de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, que j'aurai bientôt l'occasion d'examiner plus directement. Qu'est-ce qui reste de cette ambition cartésienne? D'une certaine façon, pas grand-chose, car très peu de choses dans la physique d'aujourd'hui, dans les sciences d'aujourd'hui, dans la biologie d'aujourd'hui, la chimie, très peu de choses restent de cet espoir de tout expliquer selon des lois qui ne renverraient qu'à des propriétés géométriques des corps. Il est évident que ne serait-ce que la science de Newton, ne serait-ce que la théorie générale de Newton fondée sur le concept d'attraction universelle est déjà une négation de cette ambition, puisqu'il n'y a aucun moyen de comprendre chez Descartes une attraction. C'est pourquoi d'ailleurs les penseurs cartésiens, les philosophes, les physiciens cartésiens dresseront
un rempart de forteresse et aligneront des défenses extrêmement puissantes pour empêcher Newton de franchir la Manche. Quelqu'un y arrivera, c'est Voltaire. Enfin, il n'y arrivera pas tout seul, mais il contribuera. Donc, déjà la physique newtonienne ruine l'ambition cartésienne. Elle sera plus ruinée encore, d'une certaine façon, plus irrémédiablement détruite par la physique contemporaine, relativiste et quantique, celle du XXe siècle. Mais enfin, en un sens, le projet cartésien s'est trouvé effectivement accompli et réalisé dans la science contemporaine, en ce que cette science contemporaine ne connaît plus effectivement que la causalité efficiente et refuse d'admettre la causalité finale, ce que d'ailleurs, peu après Descartes, quelques-uns commenceront à contester, comme par exemple Leibniz, qui ne croit pas qu'on puisse comprendre la nature matérielle et le monde des corps uniquement à partir de la géométrie. Car l'essence de la matière pour un Leibniz, mais pour l'expliquer de façon un peu précise, il faudrait prendre pas mal de temps. L'essence de la matière pour un Leibniz, ce n'est pas la géométrie, c'est quelque chose qui doit intégrer la notion de force. La physique leibnizienne est une physique, c'est une physique dynamique, quand la physique cartésienne est une physique entièrement géométrique. Il y a eu là, je dirais, une opposition tout à fait considérable qui ne s'est pas traduite par un débat parce que Leibniz est nettement postérieur à Descartes, mais qui présente évidemment un très grand intérêt quant à l'histoire de la conception de la matière. D'une certaine manière, la science contemporaine a consacré le triomphe de Leibniz sur Descartes en tant que Descartes souhaitait une physique entièrement géométrique, mais d'une certaine manière aussi en tant que Descartes voulait une physique mécaniste au sens où cette physique ne doit retenir que la causalité efficiente, eh bien, on peut dire que la science contemporaine est d'une certaine façon le triomphe de l'intuition cartésienne. C'est Jacques Monod qui disait que la cellule vivante, aujourd'hui, eh bien, elle est entièrement cartésienne. Évidemment, cette affirmation, elle est discutable, elle est contestable, elle est discutée et contestée, mais enfin, l'intuition cartésienne a, comme on le verra, permis de si grands progrès, de si énormes progrès à la biologie contemporaine, ces progrès qui justement nous la rendent redoutable, qu'il est difficile de ne pas accorder au moins à Descartes ce mérite d'avoir indiqué une direction qui s'est révélée aussi être scientifiquement au moins la bonne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.